On va donc maintenant passer à la première des trois tables rondes qui sont prévues sur ce thème de l'intermodalité. Je vais appeler à la tribune Monsieur Didier Magnier, président du Conseil général du Nord et vice-président du SMIRT, le syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais. Pierre Cerne, vice-président du STIF, administrateur du GART et vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Frédéric Baveret, directeur exécutif Groupe France du groupe Keolis. Laurence Brossetta, directrice générale de Transdev. Jésus Sanchez, directeur régional SNCF Picardie. Et Stéphane Dupré, délégué général de Réunir. Alors, on avait prévu que cette table ronde dure environ une heure et demie. On pensait qu'elle démarrait peut-être un peu en retard, donc on va essayer de tenir dans une heure et quart. L'idée de cette table ronde, de cette première table ronde, puisque donc il va y en avoir trois, l'idée de cette première table ronde est de parler un peu de l'articulation entre les territoires et de l'intermodalité, de la multimodalité, c'est-à-dire l'utilisation aussi des nouveaux modes de transport. On aura ensuite une table ronde cet après-midi sur l'information voyageur et la billettique, et une dernière peut-être à la fois plus complexe et plus interrogative sur la gouvernance, puisqu'on sait que la gouvernance est en plein bouleversement actuellement. Alors, ce que je voudrais pendant cette table ronde, c'est que vraiment on aborde des sujets concrets, un petit peu des cas concrets sur ce thème de l'intermodalité, de la mobilité courante, pour rester dans le ton de la journée. Alors, Monsieur Magnier, je vais commencer par vous. Vous êtes président du Conseil général du Nord. Vous êtes aussi vice-président de la région et en charge du SMIRT, mais on va d'abord parler de la politique interurbaine du Nord. En 2013, votre département a voté un schéma de mobilité qui avait été élaboré, je crois, grâce à une démarche participative de la population et à un appel à projet qui a fait émerger de nouvelles solutions de mobilité. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement et un peu nous dire si vous l'avez d'entrée articulé avec les réseaux urbains de la région, du département, pardon. Bonjour, tout d'abord, je suis heureux d'avoir répondu à l'invitation de François Ferrieux, non pas, si j'ai bien compris, pour un colloque, mais pour un conclave, puisqu'il est le pape de la mobilité courante. Donc c'est avec plaisir que je réponds à cette invitation. Je ne suis pas vice-président du Conseil régional. Président du Conseil général du Nord, c'est très bien. Je ne suis pas vice-président de la région. Par contre, le SMIRT est une instance où le Conseil général du Nord est représenté. C'est pour cela que je suis vice-président du SMIRT. En ces périodes de critique des élus par rapport au cumul des mandats, je tenais à faire cette précision utile. Sur la démarche un peu innovante que nous faisons dans le Nord. Avec mon prédécesseur Patrick Kanner, il y a quelques années, en début de mandature, nous nous sommes inspirés de la Meurthe et Moselle pour faire en sorte que nous puissions élaborer nos politiques publiques à travers ce que nous appelons des ateliers citoyens. Et donc, depuis quelques années, chaque année, nous décidons d'un thème d'une politique publique et nous sillonnons le département à travers différents forums, différentes réunions, afin d'élaborer cette politique publique. Et en effet, en 2013, le choix a été fait de la mobilité. Et nous avons adopté, à la fin de ces consultations, un schéma que nous avons appelé Liberté-Mobilité. Liberté-Mobilité, pourquoi ? Parce qu'à chacune de ces réunions, nous interpellions nos concitoyens afin de leur demander à quel mot ils accolaient le titre de mobilité, et c'est celui de liberté qui est apparu en premier. Donc, comment on a élaboré cette mobilité-liberté ? On a même appelé 2030, parce que, bon, en termes de mobilité d'infrastructure, les échéances se font à moyen et long terme. Eh bien, nous avons fait, par le biais à la fois d'Internet, des appels à projets, des appels à contributions. Nous avons eu un certain nombre de retours et nous avons élaboré des ateliers citoyens où, dans la même séance, nous avions des échanges sur ce qui existait, sur ce que nous voulions faire. Et nous avons eu 9 réunions avec une réunion conclusive. Et comme je vous l'ai dit, cela s'est traduit par une délibération du Conseil général du Nord, une délibération sur une délibération cadre, dans laquelle nous avons traduit
ces échanges avec nos concitoyens par notamment 50 fiches actions que l'on délibère au fur et à mesure de leur intervention en séance plénière du Conseil général. Et donc, nous avions un cadre qui était défini, et notamment 3 objectifs, la mobilité assurant une liberté de déplacement, un droit à la mobilité assuré pour tous et la mobilité socialement responsable. Donc, on a 50 fiches actions qui illustrent eh bien, chacun de ces thèmes. Donc concrètement, quand je vous parle d'une mobilité assurant une liberté de déplacement, eh bien, on propose une offre de transport à la demande en complément de la concentration du réseau départemental. On a proposé de développer les échanges de pôles multimodal, développer un schéma départemental des aires du covoiturage, participer à la création d'une centrale de mobilité régionale, donc avec le SMIRT, car sur bande d'arrêt d'urgence, sur la 23, on parlait du car et de son évolution, c'est quelque chose de relativement novateur, et également avec nos collègues du Pas-de-Calais, développer une plateforme unique au sujet du covoiturage. Donc vous voyez, chacun de ces thèmes s'est traduit par des fiches actions concrètes. Et donc à chacune de ces délibérations, on rappelle en traçabilité ce qui a été élaboré collectivement avec nos concitoyens. Et ces fiches actions se sont traduites sur le terrain par des réalisations concrètes? Par des réalisations concrètes, puisqu'il y a tous ces aires de covoiturage qui commencent à prendre langue. On a déposé un appel à projet au niveau de l'État pour cette bande d'arrêt d'urgence sur la 23. Donc il y a vraiment une traduction qui est en train de se faire. D'accord, donc ça ne porte pas sur le réseau lui-même de transport public, le transport interurbain, le transport scolaire, ça porte globalement sur la mobilité. Ça porte sur la mobilité et ça intègre tous les éléments de mobilité qu'on a pu exposer déjà depuis ce matin. Madame Brossetta, un opérateur comme Transdev est en première ligne dans ces questions d'articulation entre les réseaux, puisque vous opérez des réseaux urbains et des réseaux interurbains. On sait qu'il existe quelques exemples de bonnes pratiques en France. Je crois qu'il y en a un notamment en Gironde. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous le décrire un petit peu et les initiatives qui ont été prises? Oui, merci. Alors d'abord une première remarque. Effectivement, nous, en tant qu'opérateurs, en parallèle du changement des autorités opératrices de transport en autorités opératrices de mobilité, le groupe Transdev n'est plus un opérateur de transport, mais bien un opérateur de mobilité. Et ça se traduit de différentes manières, et notamment dans notre rôle d'accompagnement des collectivités sur la mise en place de ces politiques de mobilité désormais qui intègre bien tous les modes, y compris les hybrides dont a parlé Georges Amar, les modes doux, etc. Et puis la deuxième manière, c'est que nous n'opérerons plus seulement le service de transport public lui-même et le transport, mais l'ensemble des services autour qui permettent aux voyageurs de se déplacer de cette manière fluide et courante. Donc vous citez dans les bonnes pratiques effectivement le service de transport par autocar de Gironde. Donc on a parlé tout à l'heure du car comme parent pauvre, mais je peux vous confirmer qu'il est en train d'en sortir rapidement, puisqu'on a des exemples au contraire de transport par autocar extrêmement modernes et performants. Et l'ICAR de Gironde que vous citez est l'un d'entre eux, puisque c'est un service qui relie la périphérie, les endroits périphériques de Gironde au cœur de la ville de Bordeaux, avec à la fois des autocars à très haut niveau de service, des équipements numériques Wi-Fi à bord, et puis des dessertes améliorées avec des aménagements de voirie qui permettent à ces transports de pénétrer très très rapidement dans la ville. Donc un moyen de relier le centre-ville qui est devenu particulièrement efficace. Ce que je peux dire aussi sur ce sujet, c'est que offrir un service de qualité, du coup, pour nous, désormais opérateurs de mobilité, c'est à la fois 3 choses. Donc, offrir ce transport efficace, et le transport efficace en termes d'horaire, de pertinence de l'offre, de correspondance, ce sont un peu les fondamentaux du transporteur. Et chez nous, Transdev, on a développé le concept du réseau clé, le réseau clair, lisible, efficace, qui peut, comme l'a dit d'ailleurs également Georges Amar, conduire également à moins de kilomètres, puisque c'est un réseau qui doit être optimisé, hiérarchisé et cadencé avec des lignes fortes.
Et pour revenir du coup aux exemples concrets, moins de kilomètres, c'est aussi favoriser parfois des lignes qui sont à grand cadencement et grande vitesse commerciale, avec du coup des points d'arrêt qui peuvent devenir plus espacés que ce qu'ils étaient par le passé, de manière à favoriser plutôt la vitesse commerciale, le temps d'attente faible. Et du coup, renforcer tout ce qui peut être marche à pied entre les modes. Et là-dessus aussi, un bon exemple à citer, qui est celui du carrefour de mobilité à Grenoble, donc, qui a été mis en service le mois dernier, et qui se situe à la périphérie de Grenoble, dans une ville qui s'appelle Échirolles, et qui s'est prêté particulièrement à cette expérimentation-là, puisque c'est un lieu où à la fois les transports publics sont très présents, avec du TER, du tramway, des autobus, mais un lieu où ces liens entre différents modes, ces maillons très performants, comme le dit le président Ferrieux, ces maillons sont très performants, mais mal reliés entre eux, avec des distances assez importantes entre les différents modes. Donc ce qu'on a créé, c'est une réflexion commune, avec une méthode de travail tout à fait innovante de co-construction avec les usagers, de manière à la fois itérative et expérimentale, dans lequel on a testé différentes méthodes pour favoriser les liens entre ces différents modes, et mis en place des tests à la fois rapides et frugaux, parce que développés avec des entreprises locales et des matériaux simples, etc., pour favoriser ce transport. Et ça nous a permis de mettre en action deux choses essentiellement. Donc le développement d'une nouvelle centralité, avec un pôle autour du transfert tramway TER, qui était un no man's land précédemment, où personne ne s'arrêtait, un lieu désagréable et vide et froid, qu'on a, disons, meublé avec un mobilier urbain qui a permis aux habitants de s'approprier ce lieu, qui est devenu maintenant un lieu de rendez-vous et de passage entre les modes. Et puis, sur les distances qui étaient plus importantes, la mise en valeur d'un transfert à pied entre les deux espaces, qui a remis en valeur un cheminement qui était peu connu et plus éloigné des grandes routes, on va dire, en le fléchant, l'indiquant, l'agrémentant de lieux d'arrêt et d'échange. On va revenir sur ce sujet tout à l'heure, parce que en parlant justement de l'intégration de la marche à pied, qui est aussi un mode important et qui redevient un mode important dans la ville. On reviendra donc dessus. Monsieur Bavrez, donc vous êtes vous aussi opérateur, vous êtes un des grands acteurs du transport public en France. Vous êtes d'ailleurs aussi, alors vous êtes chez Keolis responsable de la France, mais également toujours président des FIA. Donc la filiale de stationnement, on est là déjà dans le domaine de l'intermodalité, même si c'est de la voiture versus transport public. En fait, la mobilité courante, ça a été en fait illustré à plusieurs reprises dans la table ronde précédente. Il s'agit de partir de l'individu. Et il s'agit de partir de l'individu, dont on sait effectivement que pour le même trajet, il sera un jour utilisateur de sa voiture, d'une voiture partagée, du train, du métro, du bus, et qu'éventuellement, dans la journée, il va changer effectivement d'un mode à l'autre. Et c'est une des raisons pour lesquelles Keolis, qui s'est posé effectivement en opérateur de mobilité, d'emblée a cherché en fait à récuser toute opposition entre les modes. La mobilité courante, ça a été également illustré tout à l'heure, il faut sortir d'un raisonnement qui était soit avec des cloisonnements administratifs, soit avec des cloisonnements par mode. Le cloisonnement administratif, il y a suffisamment de sénateurs qui se sont prononcés pour que je me garde effectivement de rentrer sur le sujet, mais on voit bien à la fois que c'était compliqué et qu'il pouvait, dès lors qu'il y avait une volonté, arriver à les surmonter. Ce qui a été fait effectivement dans l'Oise, et j'ai bien compris effectivement qu'il avait fallu en fait à la fois de l'intelligence et de la persévérance pour arriver en fait à surmonter ces oppositions ou ces cloisonnements, mais ça a été fait. Sur les modes, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est ne pas chercher à opposer les modes, c'est réfléchir en fait à leur pertinence et aux interfaces. Et de ce point de vue, moi je suis en fait plutôt optimiste. Il y a parfois effectivement des discours qui tendent effectivement en fait à considérer qu'il y a de l'argent qui se perd, il y a éventuellement en fait des décisions qui sont prises de manière non coordonnée. Moi je vois 5 cas
qui me donnent effectivement de manière concrète plutôt l'impression effectivement que ça marche bien. Le premier, c'est les P+R. Regardez en 10 ans ce qui a été fait en fait en matière de P+R pour arriver, que ce soit au niveau de l'interface entre la voiture et le train, entre la voiture et les modes lourds urbains. Les P+R se sont développés de façon en fait intelligente, avec une vraie offre de service, avec une tarification qui est combinée. C'est vraiment un cas qui est très concret. Le deuxième cas qu'on peut prendre, c'est le vélo. Ça a été cité. Le vélo, maintenant, fait partie effectivement partout des politiques de mobilité, sous des formes nouvelles. Il y a de la location de vélos longue durée, il y a du vélo en libre-service courte durée. On déploie des abris vélos sécurisés dans de plus en plus en fait d'agglomération pour arriver en fait à permettre d'avoir la certitude de conserver son vélo, de pouvoir en fait avoir une transition vers un autre mode. C'est quelque chose effectivement de vraiment tout à fait concret en termes de mobilité. Les gares, je pense que Jules Chancel en parlera mieux que moi, mais les gares sont devenues de plus en plus intermodales, même si alors là pour le coup je rejoins complètement Jean-Marc Janaillac et les critères sur les gares routières, où on sait qu'effectivement on a un manque de gares routières et souvent la gare routière n'est pas suffisamment prise en compte dans les projets de gares qui doivent être des hubs multimodaux. L'exemple qu'on a actuellement, c'est le Grand Paris. Le Grand Paris, en fait, manifestement, les gens sont partis sur des gares où il n'y aura pas de P+R pour les voitures et pas de gare routière. Ce qui serait effectivement une ânerie, parce qu'on est sur un investissement de départ structurant pour lequel, effectivement, on doit vraiment en fait avoir ce rôle de hub. Quatrième cas concret, c'est toutes les formules de voitures partagées qui se développent. C'est-à-dire que l'alternative à la voiture individuelle, c'est la voiture partagée. La voiture partagée, vous avez un triptyque classique: covoiturage, autopartage et taxi. Taxi, c'est celui sur lequel effectivement les malthusianismes en fait continuent encore à avoir bon dos et où on se développe effectivement de manière beaucoup plus lente qu'ailleurs. Mais sur des sujets comme le covoiturage, ça s'est développé de façon en fait assez naturelle, avec des concours publics qui ont été en fait au total faibles, et c'est quelque chose effectivement de très encourageant. Les pouvoirs publics pouvant se contenter en fait de petits investissements, j'ai cité les P+R, vous faites un petit kiosque pour que les covoiturés puissent s'attendre, quelques places réservées, et c'est pas quelque chose qui nécessite de l'argent. L'autopartage, idem. L'autopartage, quand vous voyez en fait qu'aujourd'hui tous les loueurs de voitures, tous les constructeurs de voitures se mettent sur ce schéma, c'est qu'on voit bien effectivement qu'il y a une forme qui là aussi peut s'autofinancer. Donc c'est des choses qui se développent de manière concrète et qui visent là encore à répondre à un besoin de mobilité. Et puis le dernier, je ne serai pas très long parce qu'il y a une table ronde sur ce sujet cet après-midi, c'est l'intégration intermodale croissante et de la billettique et de l'information voyageur. En matière d'information voyageur, ça a pris déjà pas mal d'avance. On a une filiale qui équipe 12 des 17 régions qui se sont dotées de systèmes d'information multimodale, dont celle le système Via Navigo du STIF. Vous avez des outils qui vous permettent aujourd'hui d'intégrer la totalité des formes de mobilité. La marche à pied, le vélo sous toutes ses formes, le transport public, quel qu'il soit, et on sait que parfois ça peut être en fait complexe, mais vous êtes capable d'avoir du temps réel. Tout le monde a compris que le téléphone portable, c'est le couteau suisse de l'automobilisme. M. Amar a parlé de l'automobilisme, il se promène avec un téléphone portable qui est son couteau suisse, et il faut utiliser ce couteau suisse pour effectivement répondre à ce besoin d'information. Et la billettique, c'est la même chose. L'enjeu est un peu plus compliqué, parce qu'à partir du moment où vous avez une billettique intermodale, vous avez potentiellement à répartir une recette entre plusieurs opérateurs, entre plusieurs autorités organisatrices. C'est plus complexe, mais on voit qu'on y est. Donc moi, je suis en fait plutôt parti de ceux qui considèrent que l'intermodalité, elle est de manière concrète en marche. Ce qui est probablement plus difficile quand on est sur des territoires qui sont très diffus, c'est d'arriver à mailler tout le monde. Et vous me permettrez juste de terminer en clin d'œil à une loi récente. Ce qu'il faut arriver à réaliser, c'est le maillage pour tous. Quel succès. Monsieur Cerne, votre présence à cette table ronde peut surprendre parce que l'articulation des territoires en Ile-de-France, finalement, elle est assez simple. Le STIF est l'autorité organisatrice unique des transports sur un territoire. Ça ne marche pas ? Non.
Ah, ça a l'air d'aller mieux. Je disais donc, votre présence à cette table ronde peut surprendre, le STIF étant l'autorité organisatrice du territoire de l'Île-de-France, hein, donc de ses 10 millions d'habitants ou plus maintenant. On parlera peut-être du grand projet du Grand Paris après, hein, mais globalement, finalement, ça fonctionne bien l'Île-de-France. Faites-nous rêver un peu. Oui, ça fonctionne bien. Alors après, tout est question de... Oui, on est une autorité organisatrice et un système de transport réputé intégré. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, tout ça trouve un certain nombre d'obstacles. Et à partir du moment où on sait que la gestion de voirie, par exemple, ne relève ni de la région ni du STIF, on a déjà un premier élément qui fait comprendre que toute opération est forcément plus complexe qu'il n'y paraît. Alors évidemment, c'est plus simple que dans un système où on a à gérer l'intégration entre des dizaines d'AO. Et effectivement, le STIF est autorité organisatrice unique et on peut même dire que la parenthèse un peu étrange de la présence d'une pseudo-autorité organisatrice supplémentaire avec la Société du Grand Paris qui est maintenant refermée et qu'on est vraiment dans un système qui fonctionne avec une autorité organisatrice et des opérateurs. Mais en même temps, on a des opérateurs qui ne sont pas n'importe quel opérateur, qui pour certains se vivent encore en partie comme faisant partie de l'autorité organisatrice ou étant une forme d'autorité organisatrice à eux tout seuls. Et donc tout ça fonctionne dans un contexte qui n'est pas si simple que ça malgré tout. Sachant qu'en plus, effectivement, on a en gros 10 millions de voyageurs jour. Et que ça va en Île-de-France de l'usager du métro à l'intérieur de Paris jusqu'au transport scolaire pour 4 élèves au fin fond des franges rurales de l'Île-de-France. Et donc on a un système qui va du microscopique pour nous jusqu'à une ligne qui dépasse, notre plus grosse ligne dépasse le million de voyageurs jour. Donc, bon, vous voyez, on a des lignes qui font 3 fois le trafic national de la SNCF quotidien. Donc, bon, tout ça fait qu'on est obligé, à partir du moment où on se place du point de vue de la mobilité courante, on est obligé finalement d'essayer de s'extraire de la gestion des trains, on va dire, pour gérer des usagers. Et moi, c'est j'essaye d'accompagner ce mouvement du STIF et de la région Île-de-France vers le fait de prendre tout le problème de la mobilité, toute la question de la mobilité, vue de la place de chaque usager individuel. Et chaque usager individuel a finalement sa mobilité à lui, avec son intermodalité à lui, ses besoins à lui. Et aujourd'hui, on doit prendre en compte le fait que nos usagers peuvent être un élève d'un hameau aux franges de la Picardie, ou quelqu'un qui va utiliser 6 fois dans la journée des modes lourds. On a des personnes qui ont besoin d'un transport à la demande, et on a aussi en Île-de-France, on y reviendra peut-être dans les exemples concrets, mais le plus gros système de transport à la demande d'Europe, opéré d'ailleurs par mon voisin, Keolis, c'est Philéo, qui sert à desservir finalement en horaire décalé une partie des salariés en horaire décalé de la plateforme aéroportuaire de Roissy. C'est un truc très particulier, mais ça fait partie aussi de notre rôle de remplir notre rôle de fournisseur de mobilité pour des usagers qui ont des besoins extrêmement variés et en même temps qui ne l'utilisent pas forcément pour le domicile-travail. Et une des mutations qu'on est en train d'opérer aussi, c'est que je me suis rendu compte en arrivant aux manettes qu'on a encore des pans entiers du système de transport francilien qui ont été construits et qui fonctionnent pour emmener les gens au travail et les ramener du travail. On a encore des lignes, j'imagine que ça existe dans des tas d'autres endroits, mais on a encore des lignes en Île-de-France qui vont dans un sens le matin et dans l'autre le soir. Et rien d'autre entre les deux. Voilà. Donc on est dans une mutation qui va nous permettre à terme et dans un temps, à moyen terme, c'est-à-dire pas dans 20 ans, dans quelques années, on a l'ambition de faire que toutes les lignes opérées en Île-de-France, du bus et notamment des lignes de bus,
aient des amplitudes et des fréquences qui permettent de les utiliser, pas seulement pour aller au travail et en revenir, mais à toute heure du jour ou de la soirée, et de la semaine et du week-end, pour tous les usages qu'on peut en avoir. Et chaque restructuration d'un réseau bus qui est faite autour d'une nouvelle infrastructure lourde, puisque c'est généralement à l'occasion de la modification des horaires d'une infrastructure lourde qu'on restructure l'ensemble de l'offre bus autour de cette infrastructure, nous permet de passer à des amplitudes horaires qui sont tous les jours de 5 heures du matin ou de 6 heures du matin jusqu'à minuit ou 1 heure du matin, et tous les jours de la semaine, là où c'était souvent de 8 heures du matin à 20 heures le soir, point. Donc ça, c'est une mutation qui est extrêmement lourde, dont on parle moins évidemment que l'ouverture d'une gare du Grand Paris Express, mais qui fait partie de l'accompagnement des évolutions de la mobilité, et on s'appuie là-dessus sur nos propres enquêtes globales transport, mais aussi sur les travaux que font un certain nombre d'opérateurs, et notamment on a lu avec beaucoup d'intérêt les travaux de Keolis qui s'appellent Kéoscopie, si ma mémoire est bonne, qui montrent toutes ces mutations des usages des transports en commun, des transports publics et de la mobilité, on va dire, et qu'on est censé accompagner. Et puis, évidemment, on a un enjeu, on a deux enjeux extrêmement forts là-dessus, qui peuvent se traduire dans des exemples réussis ou ratés, et je pense que ce sera aussi intéressant de voir ce qu'on est en train de potentiellement rater, qu'a un peu évoqué mon voisin tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est parti sur le Grand Paris Express sur des choses qui pourraient amener à des catastrophes dans quelques années en termes d'interconnexion, de correspondance, etc. Et donc, une bonne partie de mon boulot, c'est d'essayer de faire que ce qu'on est en train de construire aujourd'hui comme nouveau réseau, ou qu'on est en train d'améliorer dans le réseau, soit viable dans 10 ou 15 ans, ou dans 20 ou 30 ans, puisqu'on construit des infrastructures qui ont vocation à durer. Je veux dire, je suis toujours frappé, moi, par le fait que ceux qui ont construit la ligne 1, qui est aujourd'hui une ligne automatique avec un métro quasiment toutes les minutes, et où on est en train d'atteindre le million de voyageurs par jour, elle a été construite, enfin, je veux dire, l'infrastructure de base, elle n'a pas changé depuis 1900. Donc ça veut dire que les ingénieurs qui ont construit cette ligne l'ont construite de telle manière qu'elle soit encore capable de remplir son rôle et d'évoluer 115 ans plus tard. Donc nous, c'est ce que j'essaye d'avoir en tête quand on est en train de préparer 200 nouveaux kilomètres de métro avec 72 gares qui devront être utilisées par 1,5 million, on va dire, de voyageurs par jour. On est obligé de penser à la façon dont tout ça non seulement va s'interconnecter avec le réseau existant, mais dont ce sera utilisé dans 10, 15 ou 20 ans, pas forcément aux mêmes heures qu'aujourd'hui, pas forcément de la même manière, pas forcément par les mêmes personnes. Et si on ne veut pas se planter sur ce projet, il faut forcément essayer de penser la mobilité courante, certes, mais la mobilité courante aussi telle qu'elle sera utilisée dans 20, 30, 40, voire 50 ans. Et ça, c'est évidemment un challenge terrible parce qu'on peut très facilement se rater. La dernière chose... Attendez, je voudrais juste que vous précisiez, parce que les gens ne savent pas obligatoirement, sur le Grand Paris Express que vous reprochez, ce qu'a dit un peu monsieur Bavray sur les parkings et tout ça, mais en fait, le projet a été conçu sans tenir compte de l'intermodalité, même avec les lignes RER. Et si je me souviens bien, le rapport de Pascal Ozanné indiquait que les surcoûts qui étaient sur le projet étaient dus au fait qu'on n'avait pas pensé à l'interconnexion avec les RER et que ça allait coûter 2 milliards de plus. C'est ça l'enjeu. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Résumé, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, on est en train d'essayer de transformer un projet qui se voulait un projet de compétition internationale entre grandes capitales, et donc qui ne s'intéressait pas forcément à la façon dont Madame Michu allait pouvoir laisser son vélo ou sa voiture dans la gare du Grand Paris, puisqu'on voulait relier, en gros, Roissy-le-Bourget, la Défense et le grand pôle universitaire scientifique de Saclay. Le reste, ça traversait des territoires, on y mettait des gares, mais ce n'était pas franchement pensé comme devant devenir un réseau de connexion avec le réseau existant. Et donc, évidemment, parmi les surcoûts, parce qu'on en a trouvé d'autres, hélas, un des surcoûts majeurs, c'est qu'avait été inscrit dans les crédits de la SGP pour le projet global 450 millions d'euros globalement sur les interconnexions.
Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le coût global de ces interconnexions est plutôt évalué entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros, effectivement, comme vous le disiez. Parce que, et je vais prendre un exemple qui, moi, me donne des sueurs froides, alors je vais prendre deux exemples. Un qui est plutôt en train de bien remonter et qui intéresse d'ailleurs les habitants de la Picardie, c'est celui, et du Nord, c'est celui de la gare de Saint-Denis-Pleyel, qui va être un des nœuds principaux de l'ensemble du système de transport de l'Île-de-France, donc à Saint-Denis, et qui verra se croiser au moins 3 ou 4 lignes à la fois du nouveau métro du Grand Paris Express, mais aussi des RER, le B, le D, et des lignes transiliens, notamment la H qui monte vers le nord de l'Île-de-France et qui part vers la Picardie. Sans parler des lignes intercités et grande vitesse qui montent aussi vers le nord et qui passent dans ces faisceaux de voies. La gare de Saint-Denis-Pleyel, telle qu'elle est en train d'être revue et construite, mais qui va coûter des dizaines de millions d'euros, c'est une gare qui essaye de faire que les correspondances entre tous ces modes qui devront se croiser là, et techniquement déjà rien que le croisement va être une gageure, mais le fait que les correspondances se fassent en gros en 5 minutes, parce qu'au-delà de 5 minutes, ou en tout cas au-delà de 10 minutes, on sait que la correspondance n'a plus aucun intérêt et que les gens ne viendront pas faire cette correspondance, donc continueront là où ils avaient l'habitude de faire leur trajet, et donc que ça ne désaturera pas le cœur du réseau francilien. Donc c'est un quand même principal but, nouveau but de ce système, c'est quand même de désaturer le cœur du réseau francilien. Et donc là, à Pleyel, on est en train de réussir. Il y a une autre gare qui est censée devenir une gare d'interconnexion qui, moi, me fait très peur parce que dès le départ, elle n'a pas été pensée comme gare d'interconnexion. C'est celle de Vers-de-Maison, donc cette fois au sud, sur la ligne 15, qui voit se croiser donc la future ligne 15, qui est celle dont les travaux vont commencer, le RERD et la ligne R de Transilien. Aujourd'hui, les ingénieurs s'arrachent les cheveux pour essayer de voir comment ils arriveront à faire une correspondance entre une ligne D qui verra probablement à ce moment-là s'arrêter 20 trains à l'heure sur cette gare et les trains de la ligne 15. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire arrêter et mettre en correspondance les trains de la ligne R, donc qui part vers Melun, le sud-est de l'Île-de-France. On n'est pas aujourd'hui en état de dire comment cette gare pourra faire se croiser les 3 lignes et mettre en correspondance les 3 lignes. Ça, ce serait une catastrophe, parce que ça voudrait dire qu'on aurait vendu un futur réseau censé intéresser tous les franciliens. Par ailleurs, je rappelle que tous les franciliens participent à son financement à travers une taxe spéciale d'équipement qui est payée aussi bien à Melun que dans le 5e arrondissement de Paris. Donc, je veux dire, elle est payée par tous les franciliens. Et donc, si un jour les trains de la ligne R passent par Vers-de-Maison, mais ne peuvent pas s'y arrêter parce qu'il n'y a pas de capacité à faire la correspondance entre ces trains, on se sera planté. Et on n'aura pas travaillé dans l'optique d'une mobilité courante, ni dans l'optique de l'usager avant de faire passer des trains. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je pense qu'un des principaux enjeux de notre boulot, et évidemment, tout ça coûte excessivement cher, parce que faire une gare où les trains se croisent, mais où il n'y a pas de correspondance pour les usagers, c'est beaucoup plus facile et moins cher à faire qu'une gare où on organise des correspondances qui doivent, en plus, dont on vise à ce qu'elles se fassent en moins de 5 minutes. Donc évidemment, tout ça impose de revoir évidemment les épures, et à chaque fois qu'on revoit, on rajoute 30 millions d'euros par-ci, 50 millions par-là, alors qu'on nous demande d'optimiser le projet et de lui faire perdre 3 milliards d'euros globalement. Comment on en est arrivé là? Parce que finalement, est-ce que c'est parce que c'est un jouet parce qu'on a confié le projet à des ingénieurs qui n'avaient que ça à regarder? Non, je pense que c'est pas un problème d'ingénieur. Je pense que c'est vraiment un problème de vision politique différente au départ. C'est-à-dire que on est en train de transformer un projet, je le répète, qui se voulait un projet essentiellement d'un outil de développement économique et d'attractivité des territoires tourné vers l'international, à un projet de desserte locale où il y a beaucoup plus de gares et où on veut que ce soit un élément supplémentaire du maillage du territoire francilien et qui serve à l'ensemble de l'Île-de-France et pas seulement à la moyenne, à l'intramuros et à la moyenne couronne. À partir du moment où on dit que les habitants des franges de l'Île-de-France au nord, des franges de l'Île-de-France au sud-est ou au sud puissent voir leur transport, leur mobilité améliorée par la création du Grand Paris Express, ça implique
de revoir complètement les fonctionnalités du projet, de revoir à quoi servent les gares, de là où on pensait avoir quelques milliers d'entrants, on en aura plutôt 20 000, mais une gare de 20 000 entrants, et on en a déjà un certain nombre en Ile-de-France, je rappelle, c'est l'équivalent de la gare de Grenoble ou de la gare de Bordeaux. Donc, et on va avoir des dizaines de gares de ce type-là en Ile-de-France. Donc évidemment, on ne serait pas en période de disette budgétaire, j'imagine que ça aurait été pensé peut-être davantage dès le début, mais il y avait surtout deux visions différentes. Quand on dit, voilà, je ne voudrais pas faire de la polémique politique ici, mais il y avait deux visions politiques qui sont affrontées et on est en train de passer de l'une à l'autre, ce qui impose de revoir un certain nombre de fonctionnalités du projet et de formes du projet. Et donc, voilà, le nouveau Grand Paris tel qu'il est aujourd'hui et le Grand Paris Express tel qu'il est aujourd'hui ressemble que partiellement à ce qu'il était dans la vision de Christian Blanc. Donc, mais forcément, quand on change de vision, qu'on rajoute des voyageurs, qu'on rajoute des gares et qu'on rajoute des fonctionnalités, notamment des interconnexions, forcément, ça ne se passe plus de la même manière. Et donc, évidemment, on veut que l'ensemble des gares du Grand Paris Express soient des gares où il y ait du rabattement possible, donc avec, pour certaines, des parcs relais, des gares routières, parce qu'elles seront tous forcément totalement incluses dans un réseau bus qu'il faudra restructurer et renforcer, parce qu'on n'imagine pas que ces gares ne vont pas avoir une zone de chalandise très large, puisqu'elles seront a priori efficaces et avec beaucoup de correspondance. Donc elles devront s'intégrer dans un réseau bus qui implique forcément d'y prévoir des gares routières conséquentes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas sur toutes. Et puis, évidemment, de l'intermodalité piétonne et vélo. Donc elles auront tous le nouveau système qu'on est en train de mettre en place de Véligo, qui sont donc l'idée que toutes les gares importantes et stations devront avoir désormais des garages à vélo sécurisés, donc soit sous forme de consigne, soit sous forme gardiennée. Donc on est en train d'en établir plusieurs dizaines d'ores et déjà, mais à terme, c'est plusieurs centaines de gares et stations franciliennes qui auront ça. Et on sait que c'est aujourd'hui le frein majeur au fait d'avoir un bon rabattement vélo sur les gares, c'est le fait de pouvoir y laisser son vélo en étant sûr de le retrouver quand on revient. Et pour avoir moi-même expérimenté le retour avec le vélo qui a disparu, je peux vous dire que ça calme. Et j'ai mis du temps à reprendre mon vélo pour aller bosser après ça, quoi. Voilà. Donc, très sincèrement, donc, vélo, autopartage, covoiturage dans les parcs relais, évidemment. Et donc, tout ça, chaque fois qu'on ajoute ces fonctionnalités sur un projet qui ne l'avait pas forcément pensé dès le départ, eh ben, évidemment, on fait envoler les coûts. Ce qui fait qu'à mon avis, il va falloir... Et je fais partie de ceux qui prônent le fait que sur un projet comme celui-là, eh ben, peut-être que ça vaut la peine de prendre une année de retard dans le calendrier, année que par ailleurs on prendra à coup sûr au moment où les travaux seront lancés, sans vouloir faire le mauvais avec les opérateurs qui nous construisent nos projets. Mais je préfère prendre une année de retard ou étaler le calendrier sur une année, voire éventuellement revoir un peu à la baisse l'ambition de la taille des tunnels, de la taille des quais, de la taille des infrastructures, mais avoir des gares totalement intermodales et surtout totalement interconnectées. Merci, Monsieur Cerne. Peut-être que, d'ailleurs, si on avait mis les opérateurs dans la réflexion, il y aurait eu des erreurs, parce que je sais que mais le problème, dans des c'est grands qu'on projets les connaît pas, comme les ça... opérateurs, puisqu'il y aura appel d'offres pour Non, opérer mais le Grand Paris Express. vous auriez pu faire un club des opérateurs. Oui, j'en vois qui hochent la tête. Et moi, je continue à considérer qu'on ne connaît pas les futurs opérateurs du Grand Paris Express. Bon, justement, à propos des opérateurs, Monsieur Dupré, donc vous représentez les autocaristes. Quel rôle justement les opérateurs peuvent jouer et jouent dans cette intermodalité, dans cette interaction entre les différents territoires? Alors vous êtes principalement sur les départements, mais je crois que vos adhérents gèrent aussi opèrent des réseaux urbains. Oui. D'abord, merci, Monsieur Ferrieux, de nous avoir conviés à cette table ronde. Donc, deux mots sur Réunir. Réunir, c'est une association de loi 1920 qui a été créée en 1998 par la volonté de 4 PME familiales qui se sont dites face aux évolutions de la profession. Si nous restons seuls dans notre coin, derrière nos sacs de sable, on n'a pas une durée de vie assurée.
suffisamment longue. Donc mettons en commun nos savoirs individuels afin de créer un savoir-faire commun le plus performant possible. Ça, c'est le principe de départ, les performances de la solidarité. Ouais, le slogan de Réunir en 98. Aujourd'hui, Réunir est présent dans 60 départements avec 200 entités juridiques et pèse 6000 autocars à peu près aujourd'hui avec ces 200 PME. Donc les PME du transport interurbain de voyageurs, comme on les appelait et on continue de les appeler, ont beaucoup d'atouts. Et je voudrais insister là-dessus, et notamment la connaissance des territoires sur laquelle elles pratiquent leur métier depuis maintenant certaines 3 voire 4 générations. Donc quand vous voyez un nom sur un autocar, ça signifie que c'est le grand-père ou c'est l'arrière-grand-père qui a créé l'entreprise. Donc la force de ces PME, c'est la connaissance du territoire. Et quand j'entends qu'effectivement on arrive à être confronté à des difficultés sur les pôles d'échange, comme on les appelle, et pas faire appel à ceux qui vont les utiliser, ça me paraît un petit peu difficile quand même. Et donc, sans revenir aux gares routières de la Porte-Maillot ou du château de Vincennes dans les années 50, mais c'était quand même pas mal à l'époque parce qu'on intervenait en connaissance de cause. On faisait faire participer les exploitants à la création de l'outil, et ça, c'est quand même très important. Alors, les PME n'interviennent pas que dans les interurbains, elles interviennent dans l'urbain. Un exemple, Paul-Valéry Gaillot est ici, c'est Noyon-Car, et donc c'est avec le soutien de Réunir que cette PME a pu mettre en place le réseau urbain de la ville de Noyon. Nous intervenons aussi dans d'autres domaines, sur Paris même. Les PME sont entrées dans Paris, si je puis me permettre cette image, avec la traverse du 15e, qui est exploitée avec des véhicules électriques par notre adhérent Bigreen, enfin Descartes Dominique. Voilà, donc on peut avoir des exemples dans tous les départements français sur la mobilité courante. Mais je voudrais dire qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Lorsque l'on entend encore qu'il existe des lignes interurbaines pénétrantes dans des réseaux urbains et qui sont obligés de continuer à travailler porte fermée, je me dis là on a quand même beaucoup de travail pour faire améliorer la mobilité courante. Un autre exemple, à l'inverse, on est aujourd'hui avec l'un de nos adhérents sur un marché urbain significatif où là, la collectivité a dit « mais attendez, il y a des lignes interurbaines qui rentrent dans la ville. Si, au lieu de créer une ligne urbaine spécifique, on utilisait les véhicules interurbains ?» Et ben voilà, c'est ce qui se fait. Donc, c'est quelle ville? On peut décliner. C'est dans quelle ville? C'est dans le sud de la France. Le résultat de l'appel d'offres n'étant pas officiel, je ne peux pas aller plus loin. Voilà, non mais c'est effectivement, là aussi j'insiste, la connaissance des territoires qui a permis de dire à la collectivité, mais attendez, vous mettez ces véhicules-là sur cette ligne-là, alors que vous avez des véhicules interurbains qui pénètrent avec des places disponibles, bien évidemment, parce que sinon ça ne sert à rien, aux mêmes heures, et pour faire du rabattement sur la gare. Donc, utiliser les moyens existants. Donc, je reprends l'image du maillon de la chaîne, M. Ferrieux. Une chaîne, comme ça a été dit, ça se mesure à la résistance du maillon le plus faible. Et je ne voudrais pas que notre métier, M. Ritter en a parlé tout à l'heure, l'image de marque de l'autocar, il a beaucoup progressé depuis ces 30 dernières années. Un exemple sur le plan de la pollution, juste un chiffre. En 20 ans, l'autocar pollue 50 fois moins. 50 fois moins. Les constructeurs ont fait des progrès énormes en termes de l'Euro 6, c'est pas rien. Donc arrêtez de dire l'autocar c'est vieux, ça pue et ça fume. Non. L'autocar était, je le rappelle, climatisé avant les trains. Juste comme ça. Aujourd'hui, quand on exploite des lignes internationales, aujourd'hui, chez Réunir, on a une marque qui s'appelle Starshipper. On est positionné sur une ligne internationale parce qu'on n'a pas encore le droit de faire de lignes interrégionales. Ben, le véhicule qui s'appelle Starshipper, il est dans le cahier des charges de Réunir, il doit être équipé avec des pas de siège définis, il y a le Wi-Fi à bord, il y a la prise de courant. Il n'y a pas ça dans sa voiture.
Donc l'autocar, il a fait beaucoup de progrès et j'aimerais bien qu'on donne une autre image de notre profession que celle que certains médias veulent bien nous donner. Merci. Mais ça commence à venir. Hein. Alors, pour revenir à quelques exemples concrets de bonnes pratiques, hein, de solutions, Monsieur Sansèche, on en a parlé un petit peu au téléphone et il y a une initiative notamment en Île-de-France qui est, mais je crois que vous l'avez développé d'ailleurs dans d'autres régions, qui est le bus attend le dernier train. Compliqué. Voilà. Alors, avant de venir des exemples concrets, je voudrais un peu réagir sur les différentes interventions. D'abord dire à monsieur le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France que le Grand Paris concerne aussi les voyageurs du Grand Bassin parisien et donc les voyageurs de Picardie. Nous avons plus de 30 000 voyageurs qui transitent tous les jours par la gare du Nord. Et je sais que ça va être compliqué, mais si vous pouviez avoir dans vos réflexions et dans vos travaux une pensée pour eux, je pense que ça permettrait de booster le déplacement entre la Picardie et l'Oise et Paris. Je voudrais aussi réagir sur les propos de M. Georges Amar pour dire que, en quelques phrases, il a tracé le futur. C'est déjà la réalité aujourd'hui, mais il a tracé le futur. Et la SNCF a intégré les concepts de Georges Amar dans sa stratégie et son plan d'entreprise baptisé Excellence 2020. Deux termes. Le premier terme, c'est le porte-à-porte. Pour SNCF, l'avenir, c'est le porte-à-porte. Monsieur Amar parlait du TPI, qui n'est plus un transport collectif, mais un transport individuel. Il n'y a plus de frontières. Le porte-à-porte, c'est le déplacement sans frontières. C'est la mobilité courante. Et pour cela, SNCF a déjà lancé un certain nombre d'actions. On parlait du covoiturage. Dans le porte-à-porte, il n'y a pas vraiment de concurrence, parce qu'il y a de la place pour tous. Il y a surtout de la complémentarité à créer. SNCF est présent sur le transport par autocar, dans l'urbain et l'interurbain avec Keolis, sur longue distance avec Idébus. SNCF est présent depuis peu dans le covoiturage avec Idevroom, qui ne concurrence pas vraiment Blablacar, puisque Blablacar est sur la longue distance, Idevroom justement veut se positionner sur la courte distance. Donc SNCF se positionne sur chacun des segments, mais ne pourra jamais et ne devra jamais opérer tout seul sur l'ensemble de ces segments-là. De toute façon, ce n'est pas la stratégie. Et dans le concept de porte-à-porte, de mobilité courante, ce sur quoi il faut agir, c'est sur les obstacles. Pour que l'eau s'écoule librement, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Et nous savons concevoir des services, on va dire, en théorie, sans obstacles, mais dans la pratique, dans la réalité, il y a toujours un grain de sable. Et nous devons travailler sur les grains de sable. Parce que les grains de sable, dans le transport collectif, ce sont des facteurs de stress pour nos voyageurs. Et pour qu'ils restent avec nous, nos voyageurs, il faut qu'ils aient confiance en nous. Il faut que nous leur prouvions que nous sommes fiables et que nous pouvons leur assurer le porte-à-porte. Et l'exemple que vous avez cité sur la correspondance garantie, c'est tout simple, mais il fallait y penser, puis il fallait le mettre en œuvre. Et ça a été mis en œuvre particulièrement grâce au SMTCO sur l'Oise. Le dernier autocar attend le train, même s'il a du retard. Et s'il a beaucoup de retard, il y a une solution de prise en charge grâce à la centrale Oise Mobilité. Et c'est en train de se développer à Chantilly, à Noyon, un petit peu partout sur le département de l'Oise. Voilà, c'est tout simple, mais ça rassure le voyageur, ça rassure la voyageuse qui doit aller chercher l'enfant à la crèche, etc. Deuxième élément d'obstacle, qui n'est pas forcément lié au déplacement, mais qui est lié à l'environnement du déplacement, qui est aussi un facteur de stress, c'est sur la sûreté. Nous sommes en train de tester sur Creil, avec Keolis, la médiation porte-à-porte. Chaque entreprise a son travail avec de la médiation, mais chacun travaille dans son coin. L'idée, c'est que nous mettions nos moyens en commun pour qu'il y ait de la médiation tout le long du cheminement de nos voyageurs. Voilà
de solutions tout à fait concrètes et qui peuvent s'appliquer partout. Il suffit de le vouloir. Deuxième concept évoqué par Georges Amar et que SNCF veut mettre en pratique et a commencé à mettre en pratique, c'est la personnalisation du voyage. Guillaume Pépi dit nous devons penser, nous SNCF, nous devons passer de 10 millions de voyageurs quotidiens à 10 millions de fois mon voyage quotidien à moi. Bon, c'est une formule un peu longue pour dire aujourd'hui nos voyageurs sont connectés. Et nous devons assurer la personnalisation de leur voyage parce qu'ils ont chacun un besoin particulier. Nous avons tous un besoin particulier. Et tout cela est possible grâce à une révolution qui est en train de, voilà, que nous sommes en train de vivre et que nous pratiquons tous, c'est la révolution digitale. Comme disent les initiés, digital 2.0. Ça transforme notre vie. Georges Amar l'a dit. Il n'y a plus de lieu dédié à une activité. Nous sommes en mobilité permanente. Voilà. Et donc SNCF est aussi là-dedans. Alors, SNCF était déjà en avance sur Internet grâce au site VSC, voyagesncf.com, la vente en ligne, le premier site marchand de vente en ligne. Mais SNCF a développé et teste sur un certain nombre de régions des services totalement nouveaux. Alors, je vais en citer que quelques-uns. Évidemment, il y a les services connus comme TER Mobile, les moteurs de recherche d'itinéraires, comme My37, etc. Mais des services nouveaux de type pour occuper le temps dans le train, de type la bibliothèque digitale. Je m'abonne à une bibliothèque digitale dans le train grâce à mon smartphone. Je lis une revue, je lis un article, je lis un roman. Sur Nord-Pas-de-Calais, sur l'île Lens, va être testée une application vue du TER. En fait, simple application liée à la géolocalisation des smartphones qui, au fur et à mesure du voyage, déroule des explications sur les paysages rencontrés, sur les monuments, sur l'histoire, sur l'événementiel. Tiens, il y a une braderie à Lille, peut-être. Hein, voilà. Un exemple. Autre exemple qui est très prisé par les jeunes, c'est la communauté éphémère à bord du train pendant un trajet. Voilà. On s'aperçoit que les gens ne se parlent plus, ils s'envoient des SMS. Voilà. Donc voilà, tout ça rentre dans la vie de nos voyageurs et SNCF accompagne cette révolution. Donc voilà deux éléments très importants. Et puis, évidemment, SNCF est moteur dans tout, on va dire, tout ce qui crée le hardware de l'intermodalité. Dans le hardware, nous avons les pôles d'échange. Nous en avons beaucoup parlé, mais en fait, on en parle plus qu'on en fait. Ceci dit aussi, dans l'Oise, on sent un vent, un boost sur les pôles d'échange, puisque je vais en citer 3 qui sont en chantier, alors, plus ou moins avancés. Chantilly, Compiègne, Creil et d'autres. Ceux que j'oublie, Noyon, Beauvais, des réflexions sont en cours. On sent bien que le pôle d'échange, c'est l'aimant. Et nous devons concevoir les pôles d'échange comme des aimants. Ce n'est pas la rénovation du parking, ce n'est pas on rénove l'enrobé du parking, on crée 10 places de plus, une place de stationnement de l'autocar et c'est un pôle d'échange. Je reviens sur les propos sur la déshérence des gares routières. Les pôles d'échange ne doivent pas être des sites de déshérence. Nous devons créer des pôles d'échange intelligents et pris en charge. Cette révolution, elle est en cours. Je pense qu'il faut l'accélérer. Je pense qu'on doit passer, je ne reprendrai pas les propos cités par M. Ferrieux sur Bergson, mais on doit passer quand même assez rapidement des idées aux actes. C'est ce qu'attendent, je dirais, nos concitoyens. Merci, M. Sanchez. Monsieur Magnier, vous voulez intervenir? Oui, je voulais rajouter un petit mot sur le SMIRT, parce qu'on a évoqué... J'allais vous poser des questions, ça tombe bien. Parce qu'on a évoqué le nom, et je salue d'ailleurs son nouveau directeur, Éric Kéké, qui est là, et si j'en dis pas un mot, je vais me faire gronder. Tout à l'heure, nous évoquions la réforme territoriale.
en disant un certain nombre d'inconnus, notamment au travers du transfert de compétences. Et donc, moi, je suis président de conseil général, mais président de conseil général, ça ne veut pas dire être arc-bouté sur des précarés. Et une réforme territoriale, à mes yeux, c'est quoi? Une réforme territoriale, c'est de ne pas partir d'idées préconçues. Et une bonne réforme territoriale doit changer ce qui ne va pas, mais maintenir ce qui va bien. Et donc, moi, je dis tout de go qu'en matière de transport, le chef de file doit être le conseil régional. Et je le dis sans état d'âme, parce que c'est le sens de l'histoire. Et donc, qu'est-ce que le SMIRT en attendant cette dévolution de compétences? Le SMIRT, c'est le syndicat mixte intermodal régional des transports, et c'est une instance de coordination régionale et relativement, je crois, novatrice et inédite parce qu'elle est régionale. Et donc, c'est une instance qui associe la région Nord-Pas-de-Calais, les 2 départements, celui du Pas-de-Calais et du Nord, ainsi que les 14 AOTU. Et donc, il y a déjà tout un travail qui a été effectué, notamment à travers la biéthique, où aujourd'hui, et depuis 2011, eh bien, nous avons, avec les réseaux de Lille, Dunkerque, Cambrai, Calais, 6 AOTU, avec les 2 départements et la région, le même moyen, titre de transport, qui s'appelle la carte Passe-Passe, et qui est très utile et qui permet à nos concitoyens de voyager sur différents moyens de communication du Nord au Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, il y a un travail essentiel qui est en train de s'effectuer, qui est un passage, à mon avis, obligé, c'est celui de l'adoption d'une centrale SMIRT. Alors, qu'est-ce qu'une centrale SMIRT? Eh bien, c'est une centrale qui, demain, devra nous permettre de rassembler les horaires des 14 AOTU, qui devrait faire en sorte qu'il y ait un calculateur d'itinéraire, et également, c'est ce qui devrait gérer les données biétiques entre les différents réseaux. Concrètement, ça veut dire que si vous habitez un bout du département du Pas-de-Calais pour aller à l'autre bout du département du Nord, eh bien demain, y compris avec les nouveaux moyens technologiques, vous allez pouvoir regarder de quel moyen vous allez passer d'un moyen de transport à l'autre. C'est quelque chose de tout à fait essentiel, avec un objectif, le titre unique de transport. Voilà ce que je souhaitais dire au sujet du SMIRT. Ça tombe bien, parce que je voulais poser une question un petit peu naïve, un petit peu provocante peut-être. Parce que, alors, je n'ai pas les statistiques d'utilisation de la carte que vous avez mis en place, mais on voit qu'en général, les titres intermodaux ne sont pas les titres les plus utilisés dans les réseaux. On se rend compte que les gens continuent à utiliser leur titre de transport sur le réseau urbain, sur le réseau départemental, et assez peu sur le titre intermodal. Est-ce que c'est parce que ça ne répond pas véritablement à un besoin, finalement? On peut se poser la question. Ou est-ce que c'est parce que les réseaux ne sont pas vraiment bien interconnectés, qu'il n'y a pas vraiment de pôle d'échange efficace? Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être sur l'expérience du Nord et l'utilisation. Je crois que c'est plutôt la deuxième hypothèse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire appel à ces moyens de transport, il faut que ce soit, en termes d'information, très limpide. Et donc, si chacune des institutions a ses propres moyens de communication et que ces moyens de communication ne sont pas transversaux, c'est voué à l'échec. Il est clair qu'il faut que chacun fusionne ces moyens de communication, et à la limite, il faut qu'il y ait un moyen d'Internet commun. C'est-à-dire que l'usager, lui, si on veut gagner ce combat du moyen de transport qui se substitue notamment à l'auto, il faut trouver des moyens de transport qui soient moins chers, qui soient plus rapides, et pour lequel il y ait une communication facile pour l'usager. Et donc, on aura réussi ce challenge lorsque l'usager dira « je vais aller d'un point A à un point B » en regardant et en ayant l'information sur le smartphone ou sur l'ordinateur d'un même site. Et donc, c'est tout le travail, par exemple, du SMIRT, c'est de faire en sorte qu'il y ait un site unique, indépendamment des collectivités et des moyens de transport qu'il gère aujourd'hui. Ce sera un site unique qui couvrira deux régions quand les régions... Il faut un site unique pour arriver à un titre unique de transport.
D'accord. De toute façon, c'est un sujet qu'on va aborder dans une autre table ronde. Peut-être, bon, le temps passe là, mais on peut se prendre encore 5 ou 10 minutes. J'aurais aimé qu'on aborde un sujet, je vous ai coupé tout à l'heure, Madame Brossetta, concernant un mode de transport qui est un petit peu, qui est l'homomobilisme, c'est-à-dire le piéton. Vous parliez de l'expérience de Grenoble, hein, d'Échirolles, pardon, c'est ça, d'un pôle multimodal. Ce qui m'a frappé quand j'ai regardé un petit peu les informations sur ce pôle, c'est les cheminements piétons. Il y a des choses qui paraissent assez simples pour le vulgum pecus, mais on sait bien que quand on est dans la ville, le piéton, il est souvent oublié. Il y a des ruptures terribles. Je vous pose la question à vous, puis aussi à Monsieur Bavret, c'est comment intégrer aussi ces cheminements piétons, en sachant aussi, en ayant en tête que c'est aussi un moyen peut-être d'optimiser un peu les réseaux urbains en faisant des cheminements piétons qui permettent aux gens de marcher éventuellement un petit peu plus loin pour aller prendre le bus. Enfin voilà, le piéton dans tout ce système. Oui, absolument. On en parlait tout à l'heure. L'optimisation des réseaux de transport public, c'est pas forcément produire plus de kilomètres. Et on l'a dit précédemment, il faut que ces kilomètres soient efficaces, que sur des dessertes où il y a beaucoup de fréquentation et où ils sont utiles. Et du coup, les points d'arrêt sont amenés à être plus espacés, mieux positionnés. Et il faut faciliter l'accès à ces points d'arrêt. Et les faciliter, c'est trouver des moyens pratiques de les repérer, de donner l'information aux piétons et aux voyageurs sur comment s'y rendre. Donc en effet, c'était bien tout le but de cette expérimentation à Échirolles. Et de manière concrète, ça s'est traduit par des fléchages, de l'information, un lien entre ce qu'il y avait sur le terrain et les informations sur les smartphones, des mobiliers urbains qui ont été testés, qui permettaient d'attendre à différents endroits et de repérer le point suivant sur le cheminement, différents systèmes avec cette méthode itérative de test et de participation des voyageurs qui a permis d'évaluer l'expérimentation. Voilà pour cette expérience d'Échirolles. Et Monsieur Bavret, le piéton... Le piéton, moi je peux vous donner deux exemples. Le premier, c'est sur nos systèmes d'information multimodale où très clairement on propose, quand vous demandez un itinéraire, plusieurs options. Le plus court, celui où vous marchez le moins. Donc ça, mais en indiquant éventuellement le calcul de calories, parce qu'il y a un certain nombre de personnes que ça intéresse. Et ce qu'on est en train de développer, qui intéressera à mon avis pas mal de piétons, c'est la réalité augmentée pour traverser des pôles d'échange ou pour traverser en fait des zones. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir effectivement le trajet qui vous est indiqué simplement de façon métrique et avec l'indication des rues, vous aurez sur votre smartphone de la réalité augmentée qui vous permet effectivement de suivre. Donc on accompagne l'homomobilisme en fait avec son couteau suisse. Le deuxième cas que je peux prendre, c'est quelque chose qu'on a développé récemment en fait à Bordeaux, où à Bordeaux on était confronté en fait à un problème qui était une zone du parcours du tramway où il y avait effectivement beaucoup trop de monde. On s'est rendu compte qu'il y avait en fait à l'heure de pointe à peu près 20% jusqu'à 40% certains jours des gens qui faisaient moins de 2 stations en tramway. Et avec la communauté urbaine de Bordeaux, on a développé une communication spécifique sur le thème « Si vous voulez faire du bien à votre corps, profiter du paysage et contribuer aussi à désengorger en fait un peu ce tronçon-là, recours à la marche à pied ». Et ça dépasse effectivement, c'est quelque chose qu'on a lancé à la rentrée de septembre, ça dépasse effectivement tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc on communique vis-à-vis du piéton de manière en fait très, très volontaire. Mais si je peux juste utiliser le temps de parole pour un point, il y a un sujet à mon avis qu'on n'a pas évoqué, mais qui est, si ce n'est en filigrane en évoquant les différents modes, un des enjeux de la mobilité courante, c'est d'éviter une mobilité à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y aura effectivement des réseaux. Les réseaux, ils seront forcément hiérarchisés. Quand vous êtes sur un réseau urbain, quand vous êtes sur le territoire d'un département, vous avez des réseaux hiérarchisés. Le périurbain, vous n'allez pas le desservir comme du centre-ville. Pour autant, vu du côté de l'individu qui est un citoyen, ce qui est important, effectivement, c'est qu'il n'ait pas l'impression d'une forme de mobilité à 2 vitesses. Et je pense que c'est un des vrais défis, ce que les opérateurs doivent de leur côté, effectivement, apporter, avec des solutions qui sont adaptées, en fait, à chacun des territoires. On a eu l'occasion, lors du congrès de la FNTV, d'évoquer
les problématiques de desserte du périurbain, notamment dans les zones très, très diffuses. Il y a des solutions adaptées avec du TAD, avec du renfort du covoiturage. C'est des choses qui existent aujourd'hui, mais évitons à tout prix d'avoir une mobilité à deux vitesses du fait d'une hiérarchisation des modes. Et de ce point de vue, je ne vais pas du tout faire de polémique, mais j'ai été un peu choqué quand j'ai entendu effectivement évoquer à propos de la relance du transport par autocar qu'il fallait développer en fait une forme de transport pour les pauvres. J'allais dire fondamentalement, l'objectif c'est bien effectivement d'utiliser tous les modes, et l'autocar en particulier, c'est quelque chose d'extrêmement performant. Je peux prendre un exemple proche d'ici, la ligne Amiens-Beauvais que Keolis exploite. Vous avez évidemment de la Wi-Fi à bord, vous avez des informations dès lors que vous arrivez près d'une gare sur les trains, ça vous donne même le quai sur lequel vous allez effectivement arriver. Donc surtout, arrêtons de considérer qu'il y a une hiérarchie des modes qui conduit en fait à une mobilité qui est une mobilité différenciée. On utilise la palette complète et on se préoccupe de l'interface entre les différents modes en ne stigmatisant jamais celui qui utilise l'un des modes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la même personne dans la même journée va être utilisateur du train, du métro, du tramway ou de la voiture, voire même dans la semaine pour le même trajet en fonction du temps, du temps disponible, en fonction de la météo, en fonction de son état de forme, prendra sa voiture, une formule de voiture partagée, son vélo. Donc vraiment, s'il y a un message à travers la mobilité courante qu'il faut passer, c'est vraiment d'éviter à tout prix de créer des hiérarchisations qui conduiraient à une mobilité à deux vitesses. Ce ne serait pas acceptable d'ailleurs à mon avis pour les citoyens. Sur la qualité de transport, il faut rappeler qu'il y a un concept qui se développe actuellement dans les départements, qui est le car à haut niveau de service. Je crois que d'ailleurs en Gironde, il y en a, mais il y en a dans quelques départements. Il y a un car au niveau de service. Ouais, vous avez aussi Compiègne-Beauvais sur le même principe, avec le Wi-Fi, les smart novels à bord qui permettent de lire en voyageant en fonction du temps de parcours, etc. Saint-Omer-Dunkerque. Vous voyez, pour les autorités organisatrices qui sont dans la salle, vous avez la chance de pouvoir constater qu'effectivement, la concurrence existe, la diversité existe. Je reconnais, comme on a évoqué le Grand Paris tout à l'heure, nous souhaitons tous que le contribuable et le voyageur francilien puissent bénéficier dans les mêmes conditions des bienfaits de la concurrence. Alors, pour conclure cette table ronde, là maintenant, je crois que on va s'arrêter là, mais je voudrais poser deux dernières petites questions, une pour M. Cerne et une pour M. Magnier. M. Cerne, vous avez on a parlé tout à l'heure d'autorité organisatrice de mobilité. Et vous avez dit, quand on a parlé de l'Île-de-France, que vous n'aviez pas la compétence en matière d'aménagement urbain. C'est les communes qui gardent cette compétence, ce qui crée d'ailleurs des problèmes, puisque je sais que le TVM, longtemps, a été ralenti à cause de problèmes de maires qui ne voulaient pas des sites propres sur leur territoire. Est-ce que vous rêvez maintenant d'avoir aussi cette compétence ? La question du transfert des compétences, elle peut faire rêver, elle peut faire cauchemarder aussi. Il est question en ce moment que la région Île-de-France se voit dans le prochain paquet de décentralisation déléguer la compétence sur ce que sont les routes départementales aujourd'hui. Ça nous mettra à la tête d'un réseau de 10 000 km de voirie. Chat échaudé craint l'eau froide, donc tout dépendra des conditions du transfert et des financements qui vont avec, parce que si on se retrouve avec 10 000 km de voirie à exploiter, on sera très content sur le levier que ça nous donne supplémentaire sur les aménagements de voirie et notamment donc les sites propres. Ça facilitera énormément la tâche sur toute une série de projets de bus à haut niveau de service ou de bus tout court. Mais si on se retrouve avec un transfert de 10 000 km de voirie à gérer, à maintenir, à développer sans les financements qui vont avec, je pense qu'on va y réfléchir à deux fois. Donc, mais c'est à chaque fois qu'il y a un transfert de compétences, c'est la négociation qui va avec. Voilà, donc on le fera, mais avec les yeux ouverts et la main sur le portefeuille, quoi. Voilà. D'accord, ce sera le nirvana, mais uniquement si vous avez l'argent, quoi. Si l'argent qui va avec est là, avec la dynamique de ce dont on a besoin, on ne voudrait pas en gros se retrouver avec le cauchemar des départements actuellement sur
par exemple la dépendance ou le, voilà, ou le RSA. Voilà. C'est-à-dire où on nous donnerait une bonne fois pour toutes un forfait de financement sans avoir regardé quand même ce qui, dans les 10, 15, 20, 30 ans qui suivent, est nécessaire comme financement pour la remise à niveau, la maintenance, le développement de ce réseau. Donc voilà. Monsieur Magnier, juste pour conclure, le SMIRT, enfin la région Nord Pas-de-Calais, devrait fusionner avec la région Picardie. Vous allez absorber le SMTCO? Fusion-acquisition. Ouais, nous on prend tout. C'est ça. On va fusionner. Hein, on va fusionner. Il n'y a pas d'absorption. Hein. Ce sera une fusion. Il y aura et plus par plus, ça fait plus. Hein. Donc je pense que c'est la logique. Hein. Un mot sur les transferts de compétences. Hein. Si vraiment il doit y avoir réforme territoriale, et réforme territoriale est nécessaire, je pense que la première des réformes, effectivement, doit être une réforme sur la fiscalité locale. On ne peut plus nous donner des compétences sans nous en donner les moyens. Et je crois que nous sommes ouverts. Ça ne veut pas forcément dire de la fiscalité nouvelle, mais aujourd'hui, de bonnes dotations de l'État valent parfois mieux qu'une hypothétique capacité de lever l'impôt. Donc il est nécessaire qu'il y ait une réforme territoriale, mais il faut qu'elle soit accompagnée dans un premier champ de la réforme de la fiscalité locale, parce que les lois de décentralisation ont donné des compétences aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ont plutôt bien fait ce pourquoi les transferts de l'État vers les collectivités territoriales, mais aujourd'hui, nous n'en avons plus les moyens. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'en premier lieu, il y ait cette réforme de la fiscalité locale.